Laisser la parole, ça fait que écoutez avec vos traducteurs parce que je retourne à ma langue maternelle. Mr. David Hayward Farmer was elected by acclamation as president of the Canadian Cattlemen's Association on March 23, 2018 at the CCA Annual General Meeting held in Ottawa. Prior to the CCA, he was involved in the British Columbia Cattlemen's Association for more than 3 decades, serving as president from 2012 to 2014 and past president from 2014 to 2016. The third generation rancher was appointed as director of CCA in 2014. Cet éleveur de troisième génération a été désigné comme directeur de la CCA en 2014 et a agi comme président du commerce étranger et de l'agriculture, des politiques agricoles, et sa famille produit à Savona, Colombie-Britannique, depuis presque un siècle. L'opération Vache-Veau est encore dans la famille avec 1500 vaches et la capacité d'élever du bœuf de façon durable dans une des zones les plus arides de l'ouest du Canada, et aussi grâce à leur gestion innovatrice. Il va se concentrer sur le commerce et l'environnement et s'assurer d'un futur durable pour la production de bœuf. Il va être suivi par Mme Fawn Jackson, qui est la directrice senior de relations avec les gouvernements et les relations internationales de la CCA. Elle travaille avec l'équipe de gestion pour traiter de commerce international, et Fawn travaille aussi avec la division de communication et de gouvernance et de relations avec le gouvernement plutôt. Dans son rôle précédent, comme directrice fondatrice de la table ronde sur l'agriculture durable en production de bœuf, elle a passé du temps à faire le suivi de la production durable de bœuf au Canada. Une de ses grandes réalisations a inclus le développement du programme de bœuf certifié, le premier programme du genre au monde qui est utilisé par des compagnies comme McDonald's et Loblaw. Dans sa zone d'expertise, ça comprend la conservation environnementale, l'analyse de politique, l'agriculture, les relations avec le gouvernement, les responsabilités sociales gouvernementales. Avec Jean C.S., Mr. David Hayward Farmer and Fawn Jackson. Alors, merci beaucoup pour cette présentation. Moi, je ne comprenais pas que j'avais fait toutes ces choses-là. Alors, merci bien pour cette présentation. Et comme on l'a mentionné, je suis un éleveur de Kamloops en Colombie-Britannique, et notre famille est dans le domaine de l'élevage du bœuf depuis 1930 dans cette région. Et je suis présentement le président de l'Association canadienne des éleveurs de bovins. D'abord, je voudrais vous remercier pour l'accueil chaleureux que nous avons reçu de vos membres hier soir, et c'était une belle introduction à la ville de Québec. C'est ma première visite et c'est une très belle ville. J'aimerais aussi dire à quel point c'est important d'avoir les éleveurs du Québec comme membres du CA de l'ACEB. Les membres du CA du Québec renforcent le CA et c'est merveilleux de les avoir à la table. Quand nous avons travaillé ensemble, nous sommes capables d'élever la voix des producteurs de bovins d'un océan à l'autre. Donc, c'est très positif d'avoir le Québec à notre table maintenant. Une fois de faire entendre notre voix nationale à Ottawa, c'est quand nos employés d'Ottawa organisent des rencontres avec les fonctionnaires et les élus. Et je crois que les gens du Québec vont avoir une rencontre à la fin mai. Et d'expérience, je peux vous dire que ce sont des réunions très utiles qui garantissent que le point de vue des éleveurs de bovins du Canada soit pris en compte chaque fois qu'il y a des changements dans les politiques fédérales. C'est bon de pouvoir exprimer notre voix. Comme mentionné, Fawn Jackson est avec nous aujourd'hui et elle
qu'elle va examiner avec une présentation PowerPoint, présenter en détail plusieurs des sujets sur lesquels nous travaillons à l'association depuis les dernières années. Ce que j'aimerais dire, c'est que je suis très heureux, satisfait de l'avenir de l'industrie du bœuf au Canada et des avancées qu'on a fait au niveau du commerce. On a eu de belles occasions à l'horizon pour le commerce. Les exportations de bœuf canadien au Japon ont augmenté énormément en volume si on compare 2019 à l'année dernière. Et avec l'entente du partenariat pacifique, on devrait avoir de bons gains pour nous, les producteurs de bœuf. C'est une entente de libre-échange qui a ouvert nos marchés au Japon. La croissance d'exportation de bœuf canadien sous l'AECG accélère également. Nos exportations de 2008 à l'Union européenne ont été doublées par rapport au niveau de 2017 et il y a un potentiel de croître à un taux exponentiel lorsqu'on va produire davantage de bœuf équivalent Union européenne. Mais nous devons demeurer forts et s'assurer que nos producteurs, nous tous, puissions exploiter ces opportunités sans fardeau réglementaire excessif et avec les bons outils pour gérer les risques qui nous sont envoyés par les marchés et par Dame Nature. J'ai bien hâte de poursuivre les discussions avec vous pour le reste de la journée. Félicitations sur une rencontre bien réussi et on a hâte de travailler avec vous à l'avenir à la table des producteurs canadiens. J'aimerais maintenant céder le micro à Fawn Jackson et Fawn travaille à Ottawa. Elle est directrice exécutive des relations avec le gouvernement et étrangères pour l'association. Alors merci de nous avoir donné l'occasion pour vous dire quelques mots et maintenant je vais vous présenter Fawn qui va passer à travers les présentations PowerPoint. Alors, merci beaucoup de nous avoir invités aujourd'hui. C'est vraiment un plaisir d'être avec vous à votre Assemblée générale. Je dois dire que j'ai été élevé au Manitoba et c'est récemment que j'ai déménagé à Ottawa. Et au Manitoba, on peut survivre au froid, mais dans l'Est du Canada, vous pouvez survivre à la neige. Ça a été vraiment un hiver surprenant quand j'ai déménagé à l'Est. Mais malgré tout, ça a été merveilleux. Donc, je vais vous donner une mise à jour sur ce sur quoi nous travaillons à l'Association canadienne des éleveurs de bovins depuis la dernière année. Et on va avoir du temps à la fin pour répondre à vos questions. Donc, d'abord, à l'Association canadienne des éleveurs de bœufs, nous avons plusieurs départements et comités. C'est comme ça que nous fonctionnons. Donc, à la CEB, nous avons des comités. Nous avons un comité de soins aux animaux, de commerce international, un comité d'environnement, commerce étranger, et on a aussi ajouté un comité alimentaire qui va travailler sur cette discussion en développement que vous connaissez tous. Mais aussi à l'Association canadienne des éleveurs de bovins, on a plusieurs divisions d'opérations. Le Conseil de recherche sur les bovins de boucherie, on a CanPac qui s'occupe de toutes les questions économiques et de collecte de données et les services CanPac de recherche qui font des projets économiques pour nous. La table ronde pour le bœuf durable et une nouvelle division qui m'enthousiasme, qui travaille sur l'engagement public et des intervenants. Et depuis un an, cette conversation sur le fait que le public veut en savoir davantage sur d'où vient leur nourriture, cette équipe va vraiment permettre à répondre à ces questions et bien nous positionner à l'avenir. Donc, à la CEB, nous travaillons sur la défense des droits en termes de commerce et d'accès au marché et en relations gouvernementales et aussi en transfert des connaissances, gestion de crise, engagement des intervenants et licence sociale. Et nous avons aussi un nouveau programme de leadership. Il y a un programme qui s'appelle le programme des leadership pour les jeunes et j'incite toute personne entre 18 et 35 ans de consulter ce programme et possiblement
soumettre une candidature. D'abord, je vais parler un peu du commerce extérieur. Malheureusement, j'ai de la difficulté à voir. Bon, je vais vous parler un peu du commerce extérieur. Donc, d'ici 5 ans, nous prévoyons qu'il y aura de la croissance en Asie dans la demande pour le bœuf. Et ça va être en vraie croissance. C'est très important pour nous d'avoir accès à plusieurs marchés d'exportation parce que la question, c'est de faire en sorte que la bonne découpe de bœuf se rende à la personne prête à payer le plus pour. Donc, la moyenne de 10 ans d'avoir accès à ces marchés a ajouté 602 $ par animal que nous vendons dans ces marchés. Pour ce qui est des exportations de bœuf canadien, il y a eu une croissance dans les dernières années, non seulement en termes de volume, mais aussi en dollars. Donc, si nous revenons à envoyer le bon produit à la bonne personne. Et ça dit simplement la même chose. Donc, dans la dernière année, ou depuis plusieurs années, nous avons vu beaucoup de développements positifs en termes de politique. Quand le président Trump a dit qu'il voulait renouveler l'ALENA, nous avons travaillé de près avec nos partenaires canadiens, mexicains et américains. L'AEUMC est entrée en force, ou plutôt la PGP est entrée en vigueur le 30 décembre et l'AECG commence à afficher des rendements et bien sûr en Corée, les niveaux de tarifs commencent à diminuer. À l'avenir, on va poursuivre l'expansion en Chine, mais nous savons que la discussion est plutôt difficile de nos jours, mais malgré tout, il y a une expansion potentiel de marché là-bas. Peut-on faire en sorte que davantage de pays se joignent au PTPGP? Et aussi, on se pose la question, que va-t-il arriver avec le Brexit lorsque le Royaume-Uni va quitter l'Union européenne? En termes de l'ALENA, donc ça, c'est notre plus important partenaire commercial. Donc, nous avons été très engagés dans les consultations qui ont avancé depuis la dernière année. Nous avons été très heureux avec le moment où l'ALENA a été signée parce que c'est arrivé avant notre vente de veaux d'automne. Donc, c'était notre grande demande avec l'ALENA, c'est que notre accès se poursuive et que l'étiquetage obligatoire de pays d'origine ne soit pas appliqué. Et nous avons aussi eu des demandes réglementaires sur comment traverser la frontière entre le Canada et les États-Unis. Ça n'a pas nécessairement été inclus dans le texte de l'accord, mais ce qui a été inclus, c'était les comités qui vont continuer à travailler sur ces questions réglementaires où on voudrait voir des améliorations. Par exemple, quand le bœuf est envoyé aux États-Unis, il arrive à un poste d'inspection. Donc, c'est inspecté non seulement au Canada, mais réinspecté à la frontière. Mais nous savons que le Canada a un très bon dossier au niveau de la sécurité alimentaire, de salubrité alimentaire. Donc, on aimerait voir si on peut augmenter de l'efficacité pour ne pas ajouter des coûts de transport dans la chaîne. Donc, nous travaillons avec nos collègues américains pour aller de l'avant dans ce domaine. Pour ce qui est de la ratification, vous avez sûrement entendu parler. Est-ce que vous êtes capable de lire à cette vitesse-là? Bon, je vais laisser le soin à quelqu'un de comprendre ce qui se passe. Vous avez entendu sûrement parler de la dernière les tweets, les gazouillis de Trump et le Canada, les États-Unis et le Mexique ont une entente commerciale très forte à travers l'ALENA et mettre les prochaines étapes en place pour améliorer l'AEUMC, et c'est ce que l'on veut voir. Il y a des tarifs douaniers au niveau du veau et ça met de la complexité à la ratification, mais nous sommes convaincus que le processus de ratification va fonctionner. Au Mexique, la conversation est assez simple. Il faut simplement que ce soit adopté par leur Sénat aux États-Unis
Par contre, il faut que ça passe à travers la Chambre contrôlée par des démocrates. Et ils ont des morceaux supplémentaires qu'ils voudraient voir dans le nouvel ALENA. Donc, nous attendions à ce que ce soit géré par des lettres d'entente. Et c'est ce qui est arrivé avec le dernier ALENA. Mais peu importe ce qui va se passer, nous savons que cette entente commerciale est extrêmement importante pour les trois pays. Pour ce qui est du PTP-GP qui est entré en force en décembre. Le joyau de la couronne pour nous, c'est le Japon. Nous allons avoir un meilleur accès au Japon. Donc, les tarifs douaniers ont chuté de 38,5 à 27,5 pour le bœuf frais et à 26,9 pour le bœuf surgelé. Une deuxième coupure douanière est arrivée en force le 1er avril avec le Japon et nous commençons déjà à voir une augmentation significative comparée à janvier l'année dernière jusqu'à janvier cette année, d'environ 100% en termes de valeur. Donc, c'est vraiment une belle occasion pour nous pour aller au Japon et, bien sûr, les États-Unis, eux, n'ont pas le même niveau d'accès que nous. Donc, l'avantage du premier à signer est très important pour nous. Cette année, nous nous attendons à ce que le Japon enlève l'exigence de moins de 30 mois et ça devrait nous donner davantage d'accès à ce marché. Le Vietnam est un marché intéressant pour nous qui tombe sous le PTP-GP. Sur 2 ans, ce tarif douanier va chuter de 20 à 6,6 et l'année prochaine, nous allons être à 0. Et si l'on revient au fait que différentes personnes mangent différentes coupes de viande, aller mettre cette coupe de viande sur le marché le plus rentable, c'est une possibilité que l'on voit avec le Vietnam. Alors, avec toute l'équipe de l'association, le PTP-GP, c'est quelque chose que les 5 derniers présidents de l'association ont demandé. Ça va être vraiment intéressant. C'était vraiment bien que David soit au Chili quand ils ont signé et on a bien hâte de voir la croissance dans ces marchés. En Europe, maintenant, l'AECG est en vigueur depuis 2017. Et depuis la dernière année, nous avons vu une belle croissance, tant en termes de valeur qu'en volume. Donc, pour ce qui est de la valeur, nous avons vu une augmentation de 98 de 2017 comparé à 2018 et nous avons eu 113 d'augmentation en valeur. Donc, même si l'Europe est un petit marché pour nous, c'est un marché à valeur élevée. Et donc, nous avons hâte de voir la poursuite de cette croissance. Mais pour pouvoir livrer en Europe, il faut que ce soit sans hormones et il faut qu'il y ait un audit de la CIA pour ça. Donc, une des limites est qu'on n'a pas assez d'auditeurs de la CIA au Canada pour pouvoir développer l'approvisionnement pour l'Europe. Alors, on travaille avec le gouvernement pour augmenter le nombre d'auditeurs pour que si quelqu'un veut participer dans ce programme, ils pourront le faire. Un autre secteur où nous travaillons, c'est au Canada. Nous utilisons ces rinçages aux abattoirs et ils ne sont pas approuvés pour l'Europe. Donc, JBS livre à l'Europe à l'heure actuelle, mais si nous avions ces produits approuvés, nous prévoyons que d'autres aussi seraient davantage intéressés à livrer dans ce marché. Donc, on fait de la recherche pour pouvoir faire en sorte que ces produits vont être approuvés et puissent être expédiés au marché européen. Pour ce qui est... Alors, comment faire en sorte qu'il y ait plus de produits livrés en Europe? Ça nous prend davantage de vétérinaires de la CIA. Et on a aussi un protocole de vaches matures. Comme vous le savez, les produits pour stimuler la croissance ne sont pas utilisés pour les animaux matures, donc ils pourraient automatiquement qualifier. Mais on regarde aussi le PVP+, et comment on pourrait exploiter ce programme pour faire l'audit pour l'Europe. Pour ce qui est de la Chine, nous avons vu une belle croissance. Nous avons le bœuf UTM désossé, refroidi et avec os dans un projet pilote pour 2018.
La Chine, c'est une conversation complexe maintenant. Comme vous le savez, nos collègues dans le canola ont différents problèmes dans ce marché et nous prévoyons que le Canada et la Chine vont éventuellement aller de l'avant. Mais à l'heure actuelle, on ne pousse pas plus fort qu'il faut. En Corée, nous avons vu le premier des 15 réductions tarifaires et à l'heure actuelle, on est à 26,7. Ce que l'on aimerait voir, c'est que la Corée du Sud choisirait de se joindre au PTPGP. Comme ça, on aurait une chute de tarifs douaniers plus rapide en ligne avec nos grands concurrents comme les États-Unis, parce qu'on est à quelques pourcentages derrière les États-Unis et on aimerait qu'ils se joignent au PTPGP pour qu'on puisse se rattraper. Maintenant, je vais changer de sujet. Je vais parler d'agriculture intérieure. Donc, depuis un an, nous avons parlé beaucoup avec le gouvernement fédéral, avec les fonctionnaires, de même qu'avec les députés du Guide alimentaire canadien révisé. Pour être assez direct, je pense qu'il y a eu une occasion manquée de ne pas mettre en valeur les qualités des produits canadiens. Et même si c'était préoccupant, et un secteur, surtout comment il communique sur le bœuf et les impacts environnementaux du bœuf, à notre avis, c'était une présentation injuste et une simplification des effets du bœuf sur l'environnement et aussi au niveau de l'alimentation saine. Nous l'avons communiqué et nous avons été déçus, mais en même temps heureux de voir qu'ils ont maintenu le bœuf dans l'assiette. Donc ça, c'était un des principaux points de communication quand on parle au public, c'est que le bœuf est un produit très sain, à la fois dans l'assiette et dans les champs. Donc l'association a regardé de près pour s'assurer d'être mieux positionné pour avoir des conversations sur l'alimentation à l'avenir. Comme je l'ai mentionné, nous avons un comité alimentation qui va être mis sur pied. Un autre défi que nous avons eu dans la dernière année, c'est l'étiquetage sur le devant de l'emballage. Et ce qui nous préoccupe, c'est qu'il y aura peut-être un symbole d'avertissement sur le bœuf haché qui est élevé en gras saturé. Donc, nous communiquons qu'un produit sain comme le bœuf haché ne devrait pas avoir une étiquette d'avertissement, tandis que d'autres produits comme une boisson gazeuse n'en aurait pas. Donc, il y aura, à notre avis, des conséquences inattendues qui se produiraient avec ce genre d'étiquetage. Donc, on va voir comment ça va avancer, comment ça va évoluer, mais c'est un sujet que l'on suit de près. En termes de traçabilité, quand cette PowerPoint a été rédigée il y a quelques semaines, nous n'avions pas entendu la nouvelle officiellement, mais je pense que la réglementation va être reportée davantage. À l'origine, on pensait que ça allait sortir ce printemps, mais nous croyons que ça va être reporté plus loin et on est impliqué par le plan de mise en œuvre du bétail de communiquer l'importance de la réglementation alignée avec le plan de mise en œuvre du bétail. Donc, on a bien hâte de voir à quoi ça va ressembler plus tard cette année. Un autre sujet sur lequel on a travaillé depuis plusieurs années, c'est les défis liés à la main-d'œuvre. Nous prévoyons que les pertes de vente aux producteurs de bœuf dues aux emplois non comblés soient de 141 millions. Donc, nous étions heureux de voir dans le dernier budget qu'il y a eu des directions données et du financement à plusieurs projets pilotes. Et nous espérons d'entendre davantage de détails sur le sujet bientôt, mais nous espérons qu'il y aura des programmes et des pilotes en place qui vont diminuer les problèmes de main-d'œuvre que nous avons, à la fois dans l'agriculture primaire, mais aussi au niveau des abattoirs. À l'heure actuelle, le gouvernement fédéral est en train d'évaluer nos programmes de gestion de risques d'entreprise. Donc, l'association est très impliquée au niveau de cette discussion. Surtout, nous aimerions voir une assurance prix des bovins disponible à travers le Canada. C'est un sujet que nous allons couvrir dans les prochaines années. Et un sujet
où nous avons eu un gain, c'est l'année dernière. Le gouvernement fédéral a proposé des changements potentiels à la structure fiscale au Canada. Et donc, l'ACEB a travaillé pour avoir une analyse d'impact si ces taxes ou si ces changements fiscaux étaient mis en place. Et ce qu'on a entendu, c'est que sur la vie d'une ferme individuelle, ça ajouterait 1,2 million de coûts. Donc, on a pu communiquer ces messages et ces messages ont été entendus et ces changements potentiels ont été retirés. Donc, c'était une réussite importante. Et dans le budget de cette année, le gouvernement fédéral a mis une instruction de considérer les changements fiscaux à venir potentiels et aussi pour aider la relève d'une génération à l'autre. Alors, on va travailler avec le gouvernement fédéral pour identifier des idées sur comment en faire une transition plus facile et moins coûteuse. L'autre chose dont je voulais vous parler, c'est les réglementations sur le transport. Je n'ai pas de diapo sur ce sujet, je m'en excuse, mais la réglementation sur le transport des animaux a été publiée dans la Gazette 2 le mois dernier et donc les changements recommandés sont que ça va aller de 48 heures de déplacement avant de recevoir de la nourriture et de l'eau jusqu'à 36 heures. Le nombre maximum pour les animaux trop jeunes pour être soignés sur le grain et le foin va aller de 18 à 12 heures. Et la durée des arrêts de repos augmente de 5 heures à 8 heures. Et il n'y a pas de condition pour une période de grâce de 4 heures, comme c'était le cas auparavant. On était très déçus de constater que la recherche en cours de complétion n'a pas été prise en compte, ou à tout le moins, ils n'ont pas attendu que cette recherche soit disponible avant d'effectuer ces changements pour que nous puissions faire des changements basés sur les données. Donc, nous l'avons communiqué. Et demain, nous allons rencontrer des officiels à Ottawa pour discuter comment ces changements pourraient, à notre avis, avoir un impact négatif sur les résultats en termes de soins animaux et comme à l'avenir, nous pourrions utiliser la recherche qui s'en vient, qui est en cours, pour influencer la réglementation. Donc, c'était un défi et nous l'avons communiqué. Donc, en résumé, l'ACEB est votre porte-parole nationale sur les défis et les possibilités liées au bœuf, dirigé et appuyé par nos organisations provinciales. Nous apprécions le travail que vous faites et nous aimons bien travailler avec les producteurs de bœuf du Québec et nous avons bien hâte d'avoir de belles réussites dans les années à venir. Alors, merci beaucoup et David et moi sommes prêts à répondre à vos questions si vous en avez. On voit que dans l'Est, nous autres sites, la compétition. We see that in the East, the competition with the packing houses seem to be making a lot of money these days, and there's no competition. We don't receive the portion. We don't know how much they make. So those who are competing against one another, they can be counted on the fingers of a hand. So out west, the competition seems to be going down. Last year, we had roughly the same price. Here in Canada, as in the U.S., we could compare. That was fine. But this year, it's about 20 cents less. So is that going to stay the same, or is there anything that can be done about that? D'accord. Donc, oui, il y a d'autres anglophones dans la salle. Donc, lorsque l'on parle de la différence entre l'Est et l'Ouest et
la limite de capacité des abattoirs dans l'Est et le manque de concurrence, ça, c'était le fond de la question. Donc, ça arrive vraiment à point comme question. On est en train de traiter de la question. À l'heure actuelle, il n'y a pas de solution facile, mais nous travaillons fort sur le sujet. On a entendu la voix des producteurs de bœuf de l'Ontario. On a une réunion organisée la semaine prochaine pour discuter des solutions potentielles. Une des difficultés aux États-Unis, JDF et Tyson, qui achetaient du bœuf de l'Est du Canada, maintenant isolent les animaux à cause de l'accès qu'ils aimeraient avoir à la Corée du Sud et ils veulent avoir un risque minime de SB. Donc, l'année prochaine, on pourra demander un statut de risque minime pour le SB. Ça pourrait améliorer la situation, mais ce que l'on comprend, c'est que c'est un problème qu'il faut régler. Donc, on est en train de réfléchir pour voir si on peut trouver une solution. Mais vous avez tout à fait raison. C'est un défi. C'en est un qu'il faut régler. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Non. Hello. My name is Richard. Welcome to Quebec. Alors, mon nom est Richard. Bienvenue au Québec. One of the questions Une des questions que je me pose depuis quelques années, c'est l'impact du fait qu'on est rendu à la fin du cycle des baby boomers. Plusieurs personnes quittent ou vont quitter, s'ils n'ont pas déjà quitté, la production de bœuf. Et il semble y avoir beaucoup de jeunes qui ne veulent pas prendre la relève parce qu'ils ne sont pas intéressés ou le coût d'achat d'une ferme augmente énormément. Et tout ça, ce n'est pas seulement lié au marché, ce n'est pas un facteur économique, mais l'impact pour moi, à mon avis, j'aimerais j'ai posé la question à Canfax. Quel pourrait être l'impact en Amérique du Nord si la production de bœuf diminue, s'il n'y a plus de producteurs vaches ou veaux? Et les consommateurs vont payer leur bœuf plus cher à cause de ça. Est-ce que vous voulez que je réponde? Bien, je pense que la relève et l'âge des producteurs de bovins et comment s'assurer que la prochaine génération soit intéressée, c'est une conversation qu'on a en agriculture depuis longtemps. L'agriculture en général, c'est une industrie emballante où travailler et je crois que nous voyons une partie de cet intérêt se refléter par le nombre d'emplois disponibles. Et ça aussi, ça génère de l'intérêt. Donc, avec l'Association canadienne des éleveurs de bovins à l'heure actuelle, une de nos employés à Calgary travaille sur certaines solutions pour faciliter la relève. Nous avons aussi des programmes pour intéresser des gens à l'industrie et pour encourager le leadership dans l'industrie. On a le programme des jeunes leaders et de même que le programme du Conseil des jeunes leaders, des jeunes éleveurs plutôt. Donc, je vous dirais oui, c'est un enjeu, mais je crois que c'est une industrie emballante où travailler et les gens en entendent parler. Et maintenant, David va ajouter quelque chose. En Colombie-Britannique, quand l'ESB a frappé en 2003 ou 2004, le nombre de têtes a chuté de moitié. On était à 330 000 vaches à l'époque et quand l'ESB c'est terminé, on était rendu à 180 000 vaches. Et la reprise du nombre de vaches, je pense que c'est assez semblable à travers le pays. Il y a eu une chute marquée et ces chiffres ne remontent pas aussi rapidement qu'on aurait pensé. Et il y a beaucoup de facteurs qui l'expliquent. Nous, on est rendu, je pense, à 190 000 à peu près. Mais donc, c'est une reprise très lente. Il y a beaucoup de gens qui ont été si affectés par l'ESB et ils ont pris du temps à s'en remettre. Et je sais qu'il y a eu une légère augmentation dans les jeunes qui sont retournés sur la ferme dans les prairies quand le prix du pétrole a chuté. Et donc,
ils ont perdu des emplois dans le pétrole, donc davantage de gens sont restés sur la ferme. Mais la relève, c'est un problème difficile. On le fait sur notre ferme maintenant et on a fait le commentaire que la valeur des terres qu'on a absorbées comme producteurs dépend tant des autres prix que c'est difficile à gérer et s'assurer que les têtes grises aient assez de valeur pour nous rendre heureux de prendre notre retraite pendant que les jeunes prennent la relève. Donc, c'est difficile de s'assurer que tout le monde soit bien traité sur la ferme. Et vous avez raison, c'est un problème et on fait de notre mieux pour le traiter, mais c'est en fait un problème. Et Fawn a suggéré ce que les producteurs font. On essaie d'intéresser les jeunes avec les programmes pour les jeunes. On fait ce que l'on peut, là, mais vous avez raison, c'est tout un effort. L'autre présentation, parce que je suis sûr qu'il va y avoir beaucoup de questions. Je ne veux pas rappeler le temps. Alors, Armin. Yes, hello, my name is Oui, mon nom est Armin Roots. J'ai une question. Je lis dans le journal ontarien que Costco et Walmart poussent très fort pour la traçabilité de leur viande, d'où ça vient, et même jusqu'à la ferme. Ma question est simple. Si on prend cette voie avec le bœuf canadien, est-ce que l'ACEB va dire « Hé, un instant, de ce côté-ci, vous vendez du bœuf canadien. Qu'en est-il du bœuf qui vient d'ailleurs? Allez-vous exiger les mêmes normes? » C'est ma question. On est en train d'avoir une grosse discussion à savoir qui va répondre à cette question. Eh bien, je pense qu'il y a eu plusieurs détaillants, programmes pour détaillants et services alimentaires qui sont sortis récemment, qui veut communiquer l'histoire d'où la nourriture vient aux consommateurs. Donc, nous avons vu beaucoup de nouvelles techniques pour pouvoir y parvenir, que ce soit à travers un programme Canada ou un programme de la table ronde pour le bœuf durable, mais je crois qu'il y a des occasions pour nous de livrer le message aux consommateurs et d'utiliser différents outils pour le faire. Là où on potentiellement pourrait avoir des défis, c'est de s'assurer qu'on ne fasse pas en sorte que d'autres produits sur la tablette aient l'air moins intéressants que ceux à côté. Donc, ça va être intéressant de voir quelle direction ça va prendre à l'avenir avec une amélioration de la traçabilité. Mais ce n'était pas vraiment ma question. Ma question est, s'ils veulent mettre de la viande traçable de source canadienne, qu'arrive-t-il des importations? Est-ce qu'ils vont avoir les mêmes exigences? Quel pouvoir avons-nous de leur dire, écoutez, si notre viande doit être traçable, la viande venant d'ailleurs doit l'être aussi. D'accord. Donc, le fait que cette viande importée, mais pas les mêmes règles. Je pense que c'est inéquitable. Si nous, on doit faire tout ça avec le bœuf que l'on produit au Canada et donner toute l'information, où le veau est né, quel médicament il a reçu, et de l'autre côté du comptoir, il y aura une viande qui arrive d'ailleurs, du Brésil, peu importe, et ils n'auront pas la même obligation. Alors, quel pouvoir a-t-on de leur dire, « Hey, s'il faut le faire pour le bœuf canadien, on veut que les mêmes règles s'appliquent au bœuf importé. » Votre commentaire est bien compris, mais je pense que vous avez répondu à la question vous-même. Ce que vous avez dit, c'est ce que nous essayons de faire. Nous essayons de raconter notre histoire, de dire exactement c'est quoi la traçabilité. Quelle vache a eu quel veau et tout le reste. Ça, c'est ce qui va faire une différence par rapport à quelle viande sera choisie. Quand l'ESB est arrivé, nos consommateurs canadiens ont été très fidèles et ils nous ont aidés au maximum, même
si on était dans une position de surproduction quand on exportait 50 de notre production qui sortait des frontières canadiennes et on consommait seulement 50 Mais vous avez répondu parce qu'on a eu si si bon programme que les consommateurs vont dire, ben moi, je vais suivre le produit canadien. Je ne mangerai pas les produits concurrents. Je vais appuyer mes producteurs canadiens, mes éleveurs canadiens. C'est ça qu'il faut exploiter. Il faut exploiter les choses positives que l'on fait. Et avec le programme de bœuf vérifié plus, c'est ce que l'on veut faire. On veut montrer exactement ce que l'on fait. On fait un bon travail, vous l'avez bien dit. Nous tous dans cette salle et à travers le pays, nous fournissons aux consommateurs un produit magnifique aux consommateurs. Et savez-vous ce que je pense? Je pense que l'industrie du bœuf dans cette nation va être la pierre angulaire pour s'occuper des 50 millions de plus de citoyens qu'on va avoir dans le prochain siècle parce qu'on est durable. Et le consommateur va s'occuper de nous. Et c'est ma réponse pour vous. Et on va faire de tout notre possible pour avancer l'intérêt des producteurs de bœuf. Ben, tout ce que je peux ajouter, c'est que j'espère que les consommateurs vont penser comme vous. Et à mon avis, oui, ils vont le faire. Merci, David and Fawn. Thank you for the presentations and answering all the questions. Je vais parler